Maintenant, commençons. Les documents de garde étaient sur ma table de cuisine, l'encre encore fraîche de la signature du mois dernier. Garde conjointe un week-end sur 2, plus les jours fériés alternés. Mon avocat m'avait dit que j'avais de la chance d'obtenir autant. L'avocat de Véronica m'avait dépeint comme instable pendant le divorce, un homme qui ne pouvait pas offrir la même stabilité que sa famille aisée. J'avais ravalé ma fierté et signé parce que je connaissais la vérité. Mon fils de 7 ans avait besoin de son père dans sa vie, même si ce n'était que 48 heures à la fois. Je m'appelle Devon McCarthy, et j'avais passé 12 ans en tant que thérapeute cognitivo-comportementaliste avant que le divorce ne fasse dérailler ma pratique, pas le genre qui travaille dans un bureau. Je consultais pour des clients privés, des personnes ayant des problèmes spécifiques qu'elles ne pouvaient résoudre par des moyens conventionnels, la reconnaissance de schémas, la prédiction comportementale, la manipulation psychologique et la négociation. J'avais aidé des PDG à naviguer dans des OPA hostiles, des familles à arbitrer des litiges successoraux, et même assisté quelques auteurs à développer des personnages psychologiquement précis. Le travail était assez lucratif pour que Véronica se soit habituée à un certain mode de vie. Puis elle a rencontré Kenny. Kenny Orley n'était pas seulement son frère aîné. Il était l'enfant prodige de l'empire familial Orley. Leur père avait bâti une chaîne de concessions automobiles dans 3 États avant de mourir d'une crise cardiaque lorsque Véronica avait 19 ans. Kenny a hérité de l'entreprise à 25 ans et l'a rapidement menée à sa perte avec une mauvaise gestion alimentée par la cocaïne et une comptabilité créative. Au moment où j'ai épousé Véronica, les concessions n'existaient que sur le papier, vendues pour payer des dettes. Mais les Orley maintenaient leur manoir, leur statut, leur attitude condescendante envers quiconque travaillait réellement pour vivre. Kenny m'avait méprisé dès le premier jour. À notre mariage, il m'avait acculé près du bar, ivre de whisky et ricanant. Tu sais qu'elle s'abaisse en étant avec toi, n'est-ce pas? Jouant à la classe moyenne. Donne-lui 5 ans. Il s'était trompé de 2 ans. Le divorce est survenu après que Véronica ait décidé que ma petite entreprise de parleur n'était pas suffisante. Elle voulait la vie qu'elle avait connue en grandissant. Le manoir, le club de campagne, les étés dans les hantons. Quand je n'ai pas pu lui offrir cela, elle est rentrée chez maman. Son avocat avait des preuves d'une liaison émotionnelle. Des emails que j'avais envoyés à une collègue à propos d'un cas difficile que l'équipe juridique de Véronica a transformé en quelque chose que ce n'était pas vrai, mais la vérité n'avait pas d'importance. Le juge lui a accordé la garde principale. Mon fils Ethan était mon monde. Des cheveux blonds comme sa mère, mais il avait mes yeux, vifs, observateurs, absorbant tout. À 7 ans, il montrait déjà des signes de la reconnaissance des schémas qui caractérisaient ma famille. Il m'a battu aux dames le mois dernier en prédisant mes coups 3 tours à l'avance. C'était vendredi soir, mon week-end avec Ethan. Je prévoyais de l'emmener au musée des sciences demain. Ils avaient une nouvelle exposition sur la robotique. Je préparais son dîner préféré, un macaroni au fromage maison avec le gruyère raffiné qu'il aimait quand mon téléphone a sonné. Le numéro était celui de la montre connectée d'Ethan, celle que je lui avais achetée pour qu'il puisse toujours me joindre. Mon rythme cardiaque a bondi avant même que je ne réponde. Il n'était pas censé appeler pendant les semaines de Véronica, sauf en cas d'urgence. Papa. Sa voix était petite, tremblante. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Je suis chez grand-mère Glatty. Ils ne me laissent pas utiliser les toilettes. Son souffle s'est coupé. Je me retiens depuis 6 heures. Oncle Kenny n'arrête pas de me donner de l'eau et ça fait mal. Papa, ça fait tellement mal. Ma main s'est serrée autour du téléphone. À travers la ligne, j'ai entendu des rires. Le rire braillant distinctif de Kenny, le même qu'il avait utilisé à mon mariage lorsqu'il avait fait des blagues sur Véronica se mariant avec quelqu'un de moins bien. Maman dit, je dois apprendre la discipline. A chuchoté Ethan. Ils ont fermé la porte des toilettes à clé. Oncle Kenny dit, je fais le bébé. Plus de rire plus proche maintenant. Puis la voix de Kenny s'est brouillée. C'est ça. Raconte tout à papa. Dis-lui à quel point son fils est faible. Il ne peut même pas retenir sa pisse comme un homme. La brume rouge qui a envahi ma vision n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ma formation thérapeutique a pris le dessus. La même analyse détachée que j'utilisais pour dresser le profil de client difficile. Kenny était ivre. La cruauté s'intensifiait.
Ce n'était pas la première fois. Ethan, ai-je dit, ma voix calme et posée. J'ai besoin que tu sois courageux pendant 10 minutes de plus. Tu peux faire ça? Je viens te chercher tout de suite. Ils ne me laisseront pas partir. Si. J'ai attrapé mes clés. Reste en ligne avec moi. Ne raccroche pas. Je vivais dans un modeste appartement de 2 chambres en ville à 40 minutes du domaine des Orlais en banlieue. Je pouvais y être en 25 minutes si j'accélérais, mais je n'y allais pas seul et je n'y allais pas sans préparation. J'ai appelé Jacob Washington en me dirigeant vers le parking. Jacob et moi nous connaissions depuis l'université. Il avait fait du droit avant d'abandonner pour devenir détective privé. Un M93, ancien linebacker universitaire avec un visage qui criait « Ne m'embêtez pas ». Plus important encore, il était armé et m'avait aidé avec les vérifications d'antécédents de clients potentiels. « Dave, quoi de neuf? J'ai besoin de toi au manoir des Orlais dans 20 minutes. Apporte ton appareil photo, ton enregistreur et sois prêt. » Jacob savait mieux que de poser des questions quand j'utilisais ce ton. En route. J'ai gardé Ethan en ligne pendant que je conduisais, lui parlant de tout et de rien. L'exposition du musée, son jeu vidéo préféré, la nouvelle bande dessinée que j'avais achetée pour ce week-end. Le gardant l'esprit loin de la douleur, le gardant concentré sur ma voix. Je pouvais l'entendre gémir occasionnellement. Son corps de 7 ans luttant contre une détresse physique qu'aucun enfant ne devrait endurer. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Véronica. « Kenny, peut-être qu'on devrait se taire, Ronnie. Le gamin doit apprendre. Ton ex l'a élevé pour être mou. » Mes jointures étaient blanches sur le volant, mais ma voix est restée calme. « Ethan, mon pote, j'y suis presque. 5 minutes de plus. » Le domaine Hurley se trouvait derrière des grilles de fer dans un quartier d'ancienne richesse où les maisons portaient des noms plutôt que des numéros. Willowbrook Manor, 1100 mètres carrés d'architecture coloniale revivale que Glatty Hurley entretenait comme un musée à la réussite de son mari décédé. Les grilles étaient ouvertes comme toujours lors des réunions de famille. Je me suis garé dans l'allée circulaire, le gravier crissant sous mes pneus. Le SUV noir de Jacob s'est arrêté derrière moi. Il est sorti, son sac photo sur l'épaule, le visage marqué par l'expression que je reconnaissais de nos jours universitaires lorsqu'il était sur le point de frapper quelqu'un sur le terrain. « À quoi avons-nous affaire ?» a-t-il demandé doucement. « Maltraitance d'enfant. Kenny Hurley torturant mon fils de 7 ans. » Tout est enregistré. La mâchoire de Jacob s'est serrée. Compris. La porte d'entrée était déverrouillée. Une autre affectation des Hurley. L'idée que leur quartier était si sûr qu'ils n'avaient pas besoin de verrouiller les portes. Je suis entré sans frapper. Téléphone toujours à l'oreille. Jacob juste derrière moi. Le hall d'entrée était exactement comme je m'en souvenais. Plancher de marbre, lustre en cristal, portrait de famille tapissant les murs. Des voix venaient de la grande salle à gauche. Je les ai suivies. La scène dans laquelle je suis entré serait gravée dans ma mémoire pour toujours. Ethan était assis sur une chaise antique, les larmes coulant sur son visage, les jambes serrées. Son visage était rougi, et je pouvais voir le tremblement de ses petites mains. Véronica se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, l'air mal à l'aise, mais n'intervenant pas. Glatty Hurley était assise sur le canapé, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, observant la détresse de son petit-fils avec le même détachement froid qu'elle m'avait toujours montré. Et Kenny se tenait devant Ethan avec un verre d'eau, riant. Sa chemise était déboutonnée, ses yeux vitreux d'alcool. Sa femme, Jessie Orley, était assise à proximité, parcourant son téléphone, levant occasionnellement les yeux avec un sourire narquois. « Allez, neveu. » Kenny disait, « Un verre de plus. Si tu peux te retenir encore 1 heure, peut-être qu'on déverrouillera les toilettes. » Je suis entré dans la pièce. « Nous partons maintenant. » Toutes les têtes se sont tournées. Le visage de Véronica est devenu pâle. L'expression de Kenny est passée de la surprise à ce sourire condescendant familier. « Eh bien, le père se montre. C'est la maison de ma mère. McCarthy, tu n'es pas censé être ici pendant le temps de garde de Véronica. » Jacob, ai-je dit doucement. Commence à enregistrer. Jacob a sorti son téléphone. L'appareil photo fonctionnait déjà. Enregistrement. Horodatage.
Vendredi, 19h47. Le sourire de Kenny a flanché. Tu ne peux pas. Je peux. C'est un état à consentement unilatéral. Ethan, viens ici. Mon fils s'est élancé de la chaise, courant vers moi. Je l'ai rattrapé, sentant son petit corps trembler. Il a enfoui son visage dans ma poitrine et j'ai senti de l'humidité. Que ce soit des larmes ou le résultat inévitable de ce qu'ils avaient fait, je ne savais pas et ne m'en souciais pas. Ça va, mon pote. Ai-je murmuré. Allons aux toilettes. Les toilettes sont fermées à clé, a dit Kenny. Il a souri en retour. Règle de la maison. Ordre de grand-mère. J'ai regardé Glatty. Elle a soutenu mon regard froidement. L'enfant doit apprendre à se contrôler. Véronica est d'accord pour dire que c'est une discipline nécessaire. Discipline. J'ai laissé le mot flotter dans l'air. Puis j'ai regardé Véronica. Tu as accepté ça? Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Ce n'est pas il a eu des accidents à l'école. La thérapeute a dit, je suis thérapeute, Véronica. Forcer un enfant à retenir sa vessie pendant 6 heures tout en le faisant boire de l'eau, ce n'est pas de la thérapie. C'est de la torture. Ne sois pas dramatique, a dit Glatty. Nous avons élevé 3 enfants de cette façon. Et comment ça a marché, ai-je interrompu. Kenny est un ivrogne qui a détruit l'entreprise de son père. Véronica ne peut pas prendre de décision sans demander votre permission. Votre plus jeune, comment s'appelait-il? Roger. La dernière fois que j'ai entendu parler, il était en cure de désintoxication pour la 3e fois. Le visage de Glatty est devenu rouge. Comment oses-tu? Jacob. Assure-toi de tout enregistrer. Surtout la partie où ils admettent avoir sciemment causé du tort à un mineur. J'ai regardé Kenny. Déverrouille les toilettes ou je défonce la porte. Kenny a écarté les bras. Vas-y, dégâts matériels. Je te ferai arrêter. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Fais-le, s'il te plaît. J'adorerais expliquer à la police pourquoi j'ai dû défoncer une porte de salle de bain pour laisser mon fils de 7 ans uriner après 6 heures de consommation forcée de liquide. Je suis sûr que les policiers intervenants seront très compréhensifs. Pour la première fois, l'incertitude a traversé le visage de Kenny. Jessie a levé les yeux de son téléphone, sentant le changement d'ambiance dans la pièce. C'est ridicule, a dit Véronica, retrouvant enfin sa voix. Devon, tu exagères. Est-ce le cas? Jacob a fait pivoter la caméra vers Ethan. Jacob l'a fait. Mon fils tremblait toujours, son visage taché de larmes et rougi par la douleur et l'humiliation. C'est de la maltraitance d'enfants en vidéo, ai-je dit doucement, ainsi que l'audio de vous tous l'admettant. Maintenant, vous avez 2 choix. 1. Déverrouiller la salle de bain, laissez-moi prendre mon fils, et nous n'en parlerons plus jamais. 2. Je sors d'ici, je me dirige directement vers le poste de police, je dépose une plainte, et je laisse les services de protection de l'enfance et les tribunaux de la famille régler ça. Vous ne pouvez rien prouver, a dit Glatty, mais sa voix tremblait. J'ai l'appel téléphonique d'Ethan enregistré. Jacob a les 3 dernières minutes de vidéo. J'aurai des documents médicaux de tout traumatisme physique, et Ethan racontera son histoire à un psychologue pour enfants qui témoignera que ce genre de traitement constitue un abus. J'ai fait une pause. Mais plus que ça, comment pensez-vous que ça paraît? Riche famille torture petit-fils pour le divertissement. Kenny Orley, homme d'affaires raté, évacue ses frustrations sur un enfant de 7 ans. C'est une histoire que les nouvelles locales adoreraient. Vos amis du country club seraient fascinés. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais voir le calcul dans les yeux de Glatty. La même évaluation froide qu'elle avait toujours faite de la réputation et du statut social. Kenny, déverrouille les toilettes, a-t-elle dit doucement. Maman, maintenant, Kenny a sorti une clé de sa poche, le visage rouge de colère et d'alcool. Ce n'est pas fini, McCarthy. Si, ai-je dit, parce que si jamais j'entends que tu as ne serait-ce que élevé la voix sur mon fils à nouveau. Je ne viendrai pas ici calmement avec un témoin. Je te détruirai, vous tous. Et je le ferai légalement, publiquement et définitivement. J'ai porté Ethan jusqu'aux toilettes que Kenny a déverrouillées. J'ai attendu dehors pendant qu'il se soulageait.
Le bruit de son soulagement et de ses pleurs doux me brisant le cœur. Quand il est ressorti, je l'ai repris dans mes bras, sans me soucier qu'il était probablement trop vieux pour être porté, sans me soucier de rien d'autre que de le sortir de cette maison. Nous partons, ai-je dit à Jacob. Alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée, Véronica a appelé. Devons, attends. Je me suis retourné. Elle se tenait dans le hall, les mains jointes. Je ne savais pas que ça irait si loin, a-t-elle dit. Je pensais que Kenny avait dit qu'il lui apprenait juste. Tu as pensé, ma voix était plate. Tu as entendu notre fils pleurer et tu as pensé que c'était bien. Ma famille connaît la discipline. Votre famille connaît la cruauté. Il y a une différence. J'ai ajusté Ethan dans mes bras. Nous en parlerons par l'intermédiaire d'avocats. Si tu veux revoir Ethan, tu devras accepter des visites supervisées uniquement. Sinon, je dépose une demande de garde complète lundi avec cette vidéo comme preuve. Son visage s'est froissé. Tu ne peux pas, j'ai marché dehors dans l'air frais du soir. Jacob à mes côtés. Ethan s'accrochait à mon cou, sa respiration se stabilisant enfin. Chez moi ou chez toi? A demandé Jacob. Chez moi. Je dois documenter son état. Puis j'ai fait une pause. Ensuite, je dois passer quelques appels. Dans ma voiture, Ethan attaché en toute sécurité sur le siège arrière, j'ai regardé mon ami. Merci. Quand tu veux. Le visage de Jacob était sombre. Dave, ce qu'ils ont fait, je sais. Tu vas vraiment les traîner en justice? J'ai pensé au rire de Kenny, à la complicité de Véronica, à la froide indifférence de Glatty. J'ai pensé aux larmes et à la douleur de mon fils. Le tribunal est trop beau pour eux, ai-je dit doucement. Mais oui, je l'utiliserai si je dois. Pour l'instant, je dois m'assurer qu'Ethan va bien. Ensuite, je dois comprendre exactement qui sont vraiment les Horley. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce genre de cruauté ne vient pas de nulle part. Et Kenny n'est pas juste un ivrogne. Les gens ivres sont négligents. C'était calculé. Ils ont fermé à clé une porte de salle de bain, forcé la consommation de liquide et chronométré. C'est de la maltraitance systématique. Les yeux de Jacob se sont rétrécis. Tu penses qu'ils ont déjà fait ça? Je sais qu'ils l'ont fait. À Ethan, peut-être à d'autres, et je vais tout découvrir. Dans mon appartement, j'ai donné un bain chaud à Ethan et je l'ai examiné attentivement. Pas de contusion, mais il y avait des rougeurs qui m'inquiétaient. J'ai tout documenté avec des photos, notant les heures et les observations. Je lui ai donné le macaroni au fromage que j'avais préparé plus tôt, et il a mangé machinalement, toujours silencieux. Après qu'il ait été au lit, dans mon lit, parce qu'il ne voulait pas être seul, je me suis assis dans mon salon avec Jacob et une bouteille de bourbon. Quelle est la stratégie? A demandé Jacob. J'ai sorti mon ordinateur portable. Recherche. Je veux tout savoir sur les Horley, leurs finances, leurs affaires, leurs relations sociales, tout. Chercher un levier, chercher la vérité, et oui, un levier. J'ai tapé la première recherche. Kenny a détruit l'entreprise de son père, mais les Horley vivent toujours comme s'ils étaient riches. D'où vient l'argent? Peut-être que Glatty avait des investissements séparés. Peut-être. Ou peut-être qu'il y a autre chose. J'ai consulté les registres publics. Commencez par les registres de propriété. Qui possède ce manoir? Ensuite, nous examinerons les privilèges fiscaux, les dépôts commerciaux, tout ce qui est public. Jacob a ouvert son propre ordinateur portable. Ça va prendre toute la nuit. J'ai le temps. Je ne dors pas de toute façon. Pendant que nous travaillions, une image a commencé à émerger. Le manoir Hurley était hypothéqué jusqu'à la moelle. Glatty recevait la sécurité sociale et une petite pension de son défunt mari, mais ce n'était pas suffisant pour entretenir la propriété. Véronica n'avait aucun revenu. Elle n'avait jamais travaillé. Kenny se présentait comme consultant en affaires, mais sa SARL n'avait pas de clients et déclarait un revenu minimal. Alors, d'où vient l'argent? A marmonné Jacob. J'ai creusé plus profondément. Les registres fiscaux montraient que Glatty avait vendu plusieurs propriétés au fil des ans, toujours à des prix inférieurs au marché au même acheteur, une société appelée Horizon Développement LLC. J'ai cherché Horizon,
une société écran, enregistrée dans le Delaware. Des informations minimales disponibles, mais il y avait un procès. Un ancien employé alléguant un licenciement abusif. Dans les documents judiciaires, l'employé alléguait qu'Horizon était une société écran utilisée pour une fraude à l'assurance. Fraude à l'assurance? Ai-je dit lentement. Jacob a levé les yeux. Quoi? Le mari de Glatty, Martin Orley, est mort d'une crise cardiaque. Mais avant cela, il avait souscrit des polices d'assurance vie massive. Des polices qui ont été versées à Glatty. J'ai sorti le certificat de décès. 6 mois après son décès, Glatty a commencé à vendre des propriétés à Horizon à perte. Blanchiment d'argent ou remboursement. Et si la crise cardiaque n'était pas naturelle? Jacob m'a regardé. C'est un sacré bon, Dave. Vraiment? Martin a bâti une entreprise prospère. Kenny l'a détruite en 5 ans. Et si Kenny avait fait quelque chose pour accélérer la mort de son père afin d'obtenir l'argent de l'assurance et l'entreprise? Et si Glatty l'avait aidé? Tu ne peux pas prouver ça. Pas encore. Mais je peux enquêter. J'ai pris une note. Et même si je ne peux pas prouver le meurtre, je peux prouver la fraude à l'assurance, l'évasion fiscale, tout ce qu'il cache. Jacob s'est penché en arrière. Ce n'est plus une question de garde d'enfant, n'est-ce pas? J'ai pensé aux larmes d'Ethan, à sa douleur, à son humiliation. J'ai pensé à la cruauté dans les yeux de Kenny, au calcul dans l'expression de Glatty. Non, ai-je dit, il s'agit de s'assurer qu'ils ne feront plus jamais de mal à personne. Le samedi matin, j'ai emmené Ethan chez le docteur Bernard Barnes, un pédiatre en qui j'avais confiance. Bernie avait déjà témoigné dans des affaires de garde d'enfants. Sa documentation était complète et irréfutable. Il a examiné Ethan doucement, a posé des questions avec précaution et a rédigé un rapport détaillé que j'ai immédiatement scanné et sauvegardé à plusieurs endroits. C'est un abus, Devon, a dit Bernie doucement pendant qu'Ethan jouait avec des jouets dans la salle d'attente. Clarté du stress physique, de la manipulation psychologique. Je témoignerai si besoin. Merci. Je pourrais avoir besoin de vous. Bernie m'a remis le rapport. Je dépose également une notification obligatoire auprès des services de protection de l'enfance. Vous comprenez que ce n'est pas facultatif. Oui, et j'apprécie. Avec le rapport de Bernie en main, j'ai passé l'après-midi avec Ethan au musée des sciences comme prévu, essayant de lui donner un peu de normalité. Il s'est égayé à l'exposition sur la robotique, posant des questions et riant aux démonstrations, mais je l'ai surpris à regarder par-dessus son épaule de temps en temps comme s'il s'attendait à ce que Kenny apparaisse. Ce soir-là, après qu'Ethan soit endormi, j'ai appelé mon avocat, Don Harding, un spécialiste en droit de la famille qui avait géré mon divorce. Il a écouté mon résumé sans m'interrompre. Vous voulez la garde complète, a dit Don quand j'ai eu fini. Garde exclusive, visite supervisée uniquement pour Véronica, et une ordonnance restrictive contre les Orley. La vidéo et le rapport du médecin aideront. Mais Devon, vous devez comprendre que les juges sont réticents à mettre fin complètement au droit de garde d'une mère, sauf dans des circonstances extrêmes. Ce qu'ils ont fait à Ethan est extrême. D'accord. Mais l'avocat de Véronica affirmera qu'elle n'était pas l'acteur principal. Elle jettera son frère sous le bus, affirmera qu'elle a essayé de l'arrêter, mais a été contrecarrée par sa mère. Elle est restée là à regarder. Je sais et nous argumenterons cela. Mais préparez-vous à une bataille. Les Orley ont des ressources. Moi aussi. Argent, information. Ils cachent quelque chose, dont des crimes financiers, peut-être pire. Je vais le trouver. Et quand je le ferai, je l'utiliserai. Don est resté silencieux un instant. Devon, soyez prudent. Si vous les poursuivez illégalement, tout ce que je fais est légal. Archives publiques, enquêteurs agréés, recherche légitime. Je ne viole aucune loi. Ne franchissez pas la ligne. Vous perdrez Ethan si vous le faites. Après avoir raccroché avec Don, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Jacob avait envoyé d'autres recherches, des dossiers financiers qu'il avait obtenus par des voies légales, des documents d'entreprise, des archives de journaux. J'ai commencé à établir une chronologie. 1998, Martin Orley achète 3 concessions automobiles. L'entreprise prospère. 2003,
Martin souscrit une assurance vie de 5 millions de dollars. Nomme Glaty comme bénéficiaire. 2005, Martin décède d'une crise cardiaque à 58 ans. L'autopsie révèle des taux de potassium élevés attribués à un événement cardiaque. 2006, Glaty reçoit un paiement de 5 millions de dollars. Kenny reprend l'entreprise. 2007 à 2011, l'entreprise décline fortement. Les concessions sont vendues avec des pertes importantes. 2012, Glaty commence à vendre des propriétés à Horizon Développement. De 2015 à aujourd'hui, les Hurley maintiennent un mode de vie incompatible avec les revenus déclarés. La chronologie soulevait des questions. Pourquoi un homme de 58 ans en bonne santé mourrait-il subitement d'une crise cardiaque? Le potassium élevé pouvait être naturel ou induit. Le chlorure de potassium était indétectable lors des autopsies si l'on ne le cherchait pas spécifiquement. Mais c'était il y a 17 ans. Même si j'avais raison, le prouver serait impossible à moins d'avoir un témoin. J'ai pensé à la structure de la famille Hurley. Martin et Glaty avaient 3 enfants, Kenny, Véronica et Roger. Roger, le plus jeune, en est actuellement à sa 3e cure de désintoxication. Qu'est-ce qui avait poussé Roger à l'addiction? Un dysfonctionnement familial, certes, mais peut-être quelque chose de plus spécifique. Peut-être la culpabilité. Peut-être la connaissance. J'ai cherché les informations de Roger. Il était dans un établissement appelé Serenity Piney dans le nord de l'État de New York, 48 ans, avec des antécédents de dépendance à la cocaïne et à l'alcool remontant à ses 20 ans. Sa première cure de désintoxication avait eu lieu en 2006, juste après la mort de son père. Un timing intéressant. J'ai noté de contacter Roger. Si quelqu'un connaissait les secrets de la famille Hurley, ce serait le mouton noir qui avait passé 20 ans à essayer de les oublier. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu, Monsieur McCarthy, une voix de femme professionnelle. C'est Linda Chin des services de protection de l'enfance. Je vous appelle concernant le rapport déposé par le docteur Bernard Barnes concernant votre fils, Ethan McCarthy. Oui, j'attendais votre appel. Je dois prévoir une visite à domicile et un entretien avec Ethan. Compte tenu de la nature des allégations, nous traitons cette affaire en priorité. Êtes-vous disponible demain? Absolument. Nous avons fixé la visite pour dimanche après-midi. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une satisfaction sombre. Les roues tournaient. Les services de protection de l'enfance enquêteraient. Dont déposerait une demande de modification de garde d'urgence. Et les Hurley devraient défendre leurs actions devant les tribunaux. Mais la justice était lente. La justice était incertaine. Et je voulais plus qu'une simple victoire juridique. Je voulais qu'ils ressentent ce qu'Ethan avait ressenti. Je voulais qu'ils comprennent les conséquences de leur cruauté. Je voulais qu'ils soient détruits, pas seulement vaincus. Et j'allais faire en sorte que cela se produise. La visite des services de protection de l'enfance du dimanche s'est déroulée exactement comme prévu. Linda Chin a été minutieuse et gentille avec Ethan, qui lui a tout raconté avec des détails déchirants. Elle m'a interrogé, a examiné le rapport médical de Bernie et la vidéo de Jacob, et a pris des notes avec soin. Avant de partir, elle m'a dit qu'elle se rendrait également à la résidence Hurley et déposerait ses conclusions auprès du tribunal de la famille. Lundi matin, Don a déposé une requête d'urgence pour modification de la garde et une ordonnance de restriction temporaire contre Kenny Hurley. Lundi après-midi, l'avocat de Véronica a appelé avec une offre de règlement. Véronica accepterait des visites supervisées si je retirais la demande d'ordonnance de restriction et ne poursuivais pas de poursuite pénale. Dis leur non, ai-je dit. Garde exclusive complète, visite supervisée, et Kenny ne s'approche pas à moins de 150 mètres d'Ethan. Non négociable. Ils ne seront pas d'accord. Alors nous les verrons au tribunal. Et donc, assure-toi que la presse locale soit au courant de l'audience. Dossier public, intérêt public. Don a ricané sombrement. Tu joues dur. Ils ont torturé mon fils. C'est moi qui me retiens. Mardi, j'ai reçu un appel menaçant de Kenny lui-même. Tu détruis cette famille, McCarthy, a-t-il dit en titubant. Il buvait avant midi, j'ai noté. Véronica s'effondre. Maman est sous enquête des services sociaux. Tu es content maintenant? Demande-moi encore quand tu auras les menottes. Tu te crois si intelligent?
Tu penses que tu peux entrer dans nos vies. Et je ne suis pas entré dans vos vies. Véronica m'a fait entrer. Ensuite, vous avez tous passé 10 ans à me traiter comme de la merde. J'ai toléré ça pour elle. Mais tu as touché mon fils. Tu l'as blessé. Et maintenant tu vas payer pour ça. Tu ne peux pas. Je peux. Et je le ferai. Ce n'est que le début, Kenny. Quand j'aurai fini, tu souhaiteras avoir juste déverrouillé cette porte de salle de bain. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Puis j'ai appelé Jacob. J'ai besoin d'un service. Je veux une surveillance sur la maison des Horley. Caméra, audio, si tu peux le faire légalement. Je veux savoir qui entre et qui sort. C'est cher. Je paierai. Fais-le. Dave, qu'est-ce que tu prévois? La justice. Celle que les tribunaux ne rendront pas. Jacob était silencieux. Ne fais rien de stupide. Je ne ferai rien d'illégal. Mais stupide. Kenny va bientôt découvrir à quel point je peux être intelligent. L'audience de garde était prévue dans 2 semaines. Pendant ce temps, j'ai travaillé méthodiquement. J'ai engagé Jacob pour effectuer une surveillance complète. J'ai examiné toutes les informations que je pouvais trouver sur les Horley et j'ai commencé à établir des liens. Horizon Développement LLC, la société achetant les propriétés de Glatty, appartenait à un homme nommé Saul O'Neill. O'Neill avait un casier judiciaire, fraude à l'assurance des années 1990, avait purgé 3 ans de prison fédérale. Après sa libération, il avait fondé Horizon et fait carrière en achetant des propriétés en difficulté, en réclamant des dommages excessifs et en percevant des indemnités d'assurance. Si Glatty travaillait avec O'Neill, elle était complice de fraude. Et si Kenny le savait, ce qu'il devait savoir, étant donné son rôle dans les finances familiales, il était complice aussi. J'avais besoin de preuves. Pas seulement des registres publics, mais des preuves réelles de la fraude. Cela signifiait pénétrer dans leur opération, ce qui signifiait se rapprocher de quelqu'un dans l'annon. Jessie Horley, la femme de Kenny, était le maillon faible. Elle avait épousé la famille il y a 5 ans, une ancienne serveuse de cocktail qui avait vu Kenny comme son ticket pour la richesse. Mais la richesse était une illusion, et d'après les images de surveillance que Jacob avait recueillies, Jessie était malheureuse. Elle se disputait fréquemment avec Kenny, quittait la maison pendant des heures et rencontrait régulièrement un homme qui n'était certainement pas son mari dans un hôtel du centre-ville. Une liaison, un levier parfait. J'ai demandé à Jacob d'obtenir des photos claires et indéniables de Jessie et de son compagnon, un homme plus jeune, musclé, ne payant clairement pas la chambre d'hôtel lui-même. Puis j'ai préparé mon approche. Mercredi après-midi, j'ai suivi Jessie à son rendez-vous régulier pour les ongles dans un salon haut de gamme. J'ai attendu qu'elle ait fini, puis je l'ai interceptée sur le parking. Madame Horley. Jessie. Elle s'est retournée, surprise, puis m'a reconnu. Son visage s'est durci. Je n'ai rien à vous dire. Très bien. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai brandi mon téléphone avec l'une des photos de Jacob. Bel hôtel. Le Grand View, n'est-ce pas? Ils ont un excellent service en chambre. Son visage est devenu blanc. Où avez-vous? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas intéressé par votre liaison. Je suis intéressé par ce que vous savez des affaires de Kenny. Je ne sais rien. Si, vous savez. Vous êtes marié à lui depuis 5 ans. Vous êtes au courant de Horizon Développement, de la fraude à l'assurance, de tout le stratagème que les Horley mènent pour maintenir leur mode de vie. J'ai rangé mon téléphone. Voici la situation. Je vais faire tomber les Horley. Je vais dénoncer leur fraude, leurs abus, tout. Vous pouvez soit tomber avec eux, soit m'aider et vous en sortir indemne. Jessie a regardé autour d'elle nerveusement. Kenny me tuerait. Kenny aura de plus gros problèmes que vous. Le choix est simple. La loyauté envers une famille qui vous traite comme de la merde ou l'autopréservation. Elle s'est mordu la lèvre. Que voulez-vous? Des informations? Des documents? Des emails? Des conversations enregistrées? Tout ce qui prouve ce qu'ils font? Et si je vous donne ça, vous allez quoi? Supprimer les photos? Je ferai mieux que ça. Je m'assurerai que lorsque tout cela sera rendu public, vous serez présenté comme une victime qui a coopéré avec les autorités. Jessie Horley,
la femme courageuse qui a dénoncé les crimes de son mari. Vous paraîtrez sympathique, peut-être même héroïque, et l'affaire restera entre nous, à moins qu'elle ne devienne pertinente pour l'affaire, ce dont je doute. Elle m'a étudié un long moment. Vous les détestez vraiment, n'est-ce pas? Non. La haine est ce qu'ils font. Je crois juste aux conséquences. Jessie a sorti son téléphone. J'ai des copies de tout. Kenny est trop arrogant pour cacher correctement ses dossiers. Déclaration de revenus, email avec O'Neill, même quelques enregistrements de lui et Glatty discutant des versements d'assurance. Elle a levé les yeux. Je prévoyais de le quitter de toute façon. Cela ne fait qu'accélérer mon calendrier. Femme intelligente. Pas assez intelligente pour éviter de l'épouser en premier lieu. Elle a tapé sur son écran. Je vous enverrai tout, mais je veux une immunité écrite avant de témoigner de quoi que ce soit. Mon avocat rédigera un accord. Vous collaborez avec les autorités, fournissez des preuves contre Kenny et Glatty, et vous vous en sortez avec l'immunité, plus un règlement de divorce favorable. D'accord. Elle a envoyé les fichiers là, sur le parking. Des centaines de documents, emails, enregistrements audio. En les voyant téléchargés sur mon stockage cloud chiffré, j'ai senti les pièces du puzzle s'assembler. Pourquoi faites-vous ça? A demandé Jessie. Je veux dire, je sais que ce que Kenny a fait à votre fils était horrible, mais cela semble être plus qu'une simple vengeance. J'ai réfléchi à comment répondre. Mon fils a 7 ans. Ils lui ont fait du mal parce qu'ils le pouvaient. Parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de conséquences. Si je laisse faire, qu'est-ce que cela lui apprend? Que la cruauté gagne. Que le pouvoir l'emporte sur la justice. J'ai secoué la tête. Non, il va apprendre que les actions ont des conséquences. Que les monstres ne peuvent pas se cacher derrière l'argent et le statut. Que son père le protégera toujours. Jessie a hoché la tête lentement. J'espère que vous les détruirez. Je le ferai. Cette nuit-là, je me suis assis avec Jacob dans mon appartement, examinant les dossiers de Jessie. Les preuves étaient accablantes. Kenny et O'Neill avaient mis en place des arnaques à l'assurance pendant des années, achetant des propriétés endommagées au nom de Glatty, réclamant des dommages excessifs et collectant les indemnités d'assurance, puis revendant les propriétés avec profit. Ils avaient gagné des millions, le tout soigneusement blanchi par des sociétés écrans et des comptes offshore. Mais il y avait plus. Des emails de 2005, juste avant la mort de Martin Orley. Kenny discutant de l'assurance vie de son père, de la façon dont elle résoudrait tous nos problèmes. Glatty répondant que la santé de Martin déclinait, même si les dossiers médicaux de Martin montraient qu'il était en parfaite santé. Et puis un email de Kenny à quelqu'un nommé Dr Vince. Assurez-vous que cela semble naturel. Crise cardiaque, rien de suspect. Dr Vince, j'ai cherché le nom dans les registres des ordres médicaux. Dr Vince Shepard, un médecin qui avait perdu sa licence en 2007 pour avoir prescrit des médicaments inutiles et falsifié des dossiers médicaux. Dernière adresse connue, décédé en 2010 d'une overdose. Impasse, littéralement. Mais l'email était suffisant pour soulever de sérieuses questions. C'est un complot pour commettre un meurtre, a dit Jacob doucement. C'est un email qui pourrait être interprété de cette façon, ai-je corrigé. Pas suffisant pour des accusations criminelles, mais suffisant pour détruire leur réputation, surtout combiné à la fraude. Quelle est la stratégie? Je me suis penché en arrière, pensant, nous allons voir le FBI, division des crimes en col blanc. Donnez-leur tout sur la fraude à l'assurance. C'est une juridiction fédérale, et c'est infaillible. Pendant qu'ils enquêtent, je divulguerai le complot de meurtre à la presse. Laissez l'opinion publique détruire ce que la loi ne peut pas prouver. C'est la politique de la terre brûlée, Dave. Ils ont torturé mon fils. La politique de la terre brûlée est miséricordieuse. Le FBI était intéressé. L'agent spécial Peter Becker, un vétéran de la division des crimes en col blanc, a examiné nos preuves et a immédiatement ouvert une enquête. Il ne pouvait pas commenter le complot de meurtre. Trop ancien, trop difficile à prouver, mais l'affaire de fraude était solide. Nous aurons besoin du témoignage de Madame Orley. Becker a dit, elle est prête. Je demanderai à son avocat de vous contacter. Et vous faites cela parce qu'ils ont blessé mon fils et parce que la loi doit s'appliquer à tous de manière égale, riches ou pauvres. Becker m'a étudié.
Vous ne faites pas cela pour de l'argent. Vous n'essayez pas de négocier un règlement. Vous voulez réellement les voir poursuivis. Je veux les voir en prison là où ils devraient être. Il a hoché la tête. Alors nous ferons en sorte que cela se produise. L'audience de garde a eu lieu avant que le FBI ne puisse agir. Veronica s'est présentée avec un nouvel avocat, un requin nommé Rita Connors, qui a essayé de me dépeindre comme vindicatif et instable. Mais dont avaient nos preuves. Le rapport médical de Bernie, la vidéo de Jacob, les conclusions des services de protection de l'enfance qui ont corroboré les abus, et des témoins de moralité qui ont témoigné de ma capacité à être un parent. La juge a écouté les deux parties, puis a demandé à parler à Ethan dans son cabinet. 30 minutes plus tard, elle est sortie avec mon fils, dont elle tenait la main doucement. J'ai examiné les preuves et parlé avec l'enfant mineur, a déclaré la juge Sarah Ortiz. Il est établi par ce tribunal que les événements du vendredi soir constituent des abus et de la négligence envers un enfant. Madame McCarthy est jugée avoir manqué à son devoir de protéger son fils du mal. En conséquence, la garde physique et légale exclusive est accordée à Monsieur McCarthy. Madame McCarthy aura des visites supervisées 2 heures par semaine dans un lieu approuvé par Monsieur McCarthy. De plus, une ordonnance de restriction est par la présente délivrée contre Kenneth Orley, Glatty Orley et Jessica Orley, interdisant tout contact avec l'enfant mineur. Veronica a éclaté en sanglots. Son avocat a immédiatement commencé à plaider pour un appel, mais la décision du juge était finale, du moins pour l'instant. J'ai pris la main d'Ethan. Il a levé les yeux vers moi avec ses yeux vifs et a chuchoté, « On rentre à la maison maintenant, papa ?» « Oui, mon pote. On rentre à la maison. » Alors que nous sortions du palais de justice, des journalistes attendaient. Quelqu'un les avait prévenus, probablement le bureau de Don. J'ai fait une brève déclaration sur la justice pour les enfants maltraités, évitant soigneusement les détails qui pourraient compromettre l'enquête du FBI, mais je me suis assuré de mentionner le nom des Orley pour semer le doute dans la conscience publique. Cette nuit-là, les nouvelles locales ont diffusé l'histoire. Une famille prominente accusée de maltraitance d'enfants. Le père obtient la garde. C'était le début de la fin pour le statut social des Orley. 3 jours plus tard, des agents du FBI ont perquisitionné le manoir Orley avec des mandats. Ils ont saisi des ordinateurs, des documents, des dossiers financiers. Kenny a été arrêté pour fraude fédérale. Glatty, trop vieille et fragile pour une arrestation immédiate, a été assignée à comparaître. Jessie, fidèle à sa parole, a témoigné devant un grand jury. Son témoignage, combiné aux preuves documentaires, a conduit à des inculpations pour fraude à l'assurance, blanchiment d'argent et évasion fiscale. La presse s'est déchaînée. Dynastie déchue. L'empire familial Orley construit sur la fraude. Les pages de société qui avaient autrefois présenté Glatty lors de galas de charité montraient maintenant des photos de son manoir fouillé par des agents fédéraux. Mais je n'étais pas satisfait. Kenny et Glatty iraient en prison. Oui, mais qu'en est-il de la mort de Martin? Qu'en est-il de 17 ans de soupçons et de questions sans réponse? J'avais besoin de Roger, le mouton noir, le toxicomane, celui qui aurait pu voir quelque chose, savoir quelque chose. J'ai appelé Serenity Pinet et j'ai demandé à parler à Roger Orley. Roger a accepté de me rencontrer dans un restaurant à mi-chemin entre son établissement et la ville. J'y suis allé un samedi après-midi gris, laissant Ethan avec Jacob pour la journée. Le restaurant était un routier spécial, tout en chromé pour le microphone, et du café qui avait le goût de café resté depuis l'administration Carter. Roger m'attendait dans une banquette du fond. 48 ans, mais l'air d'en avoir 60 avec des cheveux clairsemés et les capillaires brisés révélateurs d'une consommation prolongée d'alcool. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il soulevait sa tasse de café. « Monsieur McCarthy » a-t-il dit alors que je m'asseyais sur la banquette en face de lui. « J'ai suivi l'actualité. J'apprécie que vous m'ayez rencontré. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai appris que Kenny avait été arrêté. Maman aussi. » Il a ri amèrement. En fait, c'est un mensonge. Je pouvais absolument y croire. Surpris que ça ait pris autant de temps. Roger, je dois vous poser des questions sur la mort de votre père. Ses mains se sont immobilisées. Pourquoi? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'email entre Kenny et le docteur Shepard. Parce que je pense que ce n'était pas naturel. Roger a lu l'email, son visage devenant pâle.
Puis il a posé son café et a regardé par la fenêtre pendant un long moment. J'avais 24 ans quand papa est mort, a-t-il dit finalement. Fraîchement sorti de l'université, je travaillais à la concession. Papa me préparait à prendre la relève éventuellement. Pas Kenny. Kenny était l'aîné, mais papa ne lui faisait pas confiance. Il disait qu'il était trop impulsif, trop gourmand. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa s'est disputé avec Kenny et maman à propos d'argent, à propos de l'entreprise. Kenny voulait s'étendre, s'endetter, faire des investissements risqués. Papa a refusé. La dispute est devenue laide. Kenny est sorti en trombe. La voix de Roger a baissé. 3 jours plus tard, papa a eu sa crise cardiaque. Vous soupçonniez quelque chose. Je ne voulais pas, mais oui, papa était en bonne santé, faisait de l'exercice tous les jours, surveillait son alimentation, et puis soudainement mort à 58 ans. Il a secoué la tête. J'ai posé des questions. Maman m'a fait taire. Kenny m'a dit que j'étais paranoïaque. J'ai commencé à boire pour faire face à la culpabilité de ne pas avoir insisté davantage. La culpabilité de soupçonner votre mère et votre frère de meurtre. Roger a tressailli. Je n'ai jamais dit ça à voix haute. Je ne me suis même jamais permis d'y penser clairement. Mais oui, j'ai trouvé les dossiers du docteur Shepard. Il a prescrit des médicaments à votre père dans les semaines précédant sa mort. Des médicaments dont papa n'avait pas besoin. Quel genre de médicaments? Des suppléments de potassium. De fortes doses. Supposément pour une maladie cardiaque dont le cardiologue habituel de papa n'a aucune trace. Roger a fermé les yeux. Oh mon Dieu! L'excès de potassium peut provoquer un arrêt cardiaque. C'est presque impossible à détecter lors d'une autopsie à moins d'y être spécifiquement attentif. Et le docteur Shepard a perdu sa licence 2 ans plus tard pour falsification de dossier. Ils l'ont tué. La voix de Roger était à peine un murmure. Ma mère et mon frère ont tué mon père pour l'argent de l'assurance. Je ne peux pas le prouver. Pas au-delà de tout doute raisonnable. Le docteur Shepard est mort. L'autopsie date de 17 ans, mais je crois que cela s'est produit. Roger m'a regardé avec des yeux hantés. Que voulez-vous de moi? La vérité. Tout ce dont vous vous souvenez, tout ce que vous avez vu, a enregistré pour le FBI, ils ne seront jamais condamnés pour le meurtre de papa. Vous avez dit vous-même qu'il n'y a pas de preuves. Non, mais ils sauront que je sais que vous savez que le monde les soupçonne. Et cette connaissance, ce doute, ce stigmate, les suivront pour le reste de leur vie. Je me suis penché en avant. Kenny va en prison pour fraude. Quand il sortira, s'il sort, il sera un criminel condamné avec un nuage de suspicion de meurtre au-dessus de sa tête. Glatty mourra en sachant que son héritage est détruit. C'est ça la justice, même si ce n'est pas une condamnation. Roger est resté silencieux un long moment. Puis il a sorti son téléphone. J'ai quelque chose, a-t-il dit. Je l'ai depuis 17 ans. Je n'ai jamais su quoi en faire. Il m'a montré un fichier vidéo. Horodatage. Octobre 2005, une semaine avant la mort de Martin. La vidéo montrait Martin Orley dans son bureau à domicile, enregistrant ce qui ressemblait à des aveux ou un testament. Si vous regardez ceci, la voix de Martin a dit, quelque chose m'est arrivé. Je dois vous faire savoir que j'ai découvert quelque chose à propos de Kenny et Glatty. Des irrégularités financières dans l'entreprise. Des documents qui suggèrent qu'ils ont volé les concessions. Je les ai confrontés ce soir. Kenny m'a menacé. A dit que je regretterais de ne pas lui avoir donné le contrôle. La vidéo s'est coupée brusquement. Papa m'a envoyé ça la veille de sa mort, a dit Roger. Un email avec des instructions pour le regarder si quelque chose lui arrivait. J'avais trop peur de faire quoi que ce soit. Trop jeune, trop faible. Je l'ai enterré et j'ai essayé d'oublier. Puis-je en avoir une copie? Roger l'a envoyé immédiatement. Cela aidera-t-il? Cela établit le mobile et la conscience de la culpabilité. Combiné à tout le reste, cela dresse un tableau. Pas suffisant pour des accusations de meurtre, mais suffisant pour le tribunal de l'opinion publique. Roger a hoché la tête lentement. Bien. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Une chose de plus. Seriez-vous prêt à témoigner de ce que vous avez vu? Les disputes, le timing suspect,
la vidéo de papa. Si ça aide à les enterrer, absolument. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Roger m'a tout raconté. Les dynamiques familiales, la cruauté de Kenny en grandissant, la manipulation froide de Glatty, la façon dont il l'avait ostracisé lorsqu'il avait commencé à poser des questions sur la mort de Martin. Au moment où nous nous sommes séparés, j'avais une image complète de la pourriture de la famille Orley, et je savais exactement comment en finir. Le procès fédéral pour les accusations de fraude a nécessité 6 mois de préparation. Pendant ce temps, les avocats de Kenny et Glatty se sont battus avec acharnement, mais les preuves étaient accablantes. Le témoignage de Jessie, les documents, les dossiers financiers, tout cela a brossé un tableau clair de conspiration et de vol. Le procès lui-même a été un cirque médiatique. J'y assistais tous les jours, Ethan étant en sécurité à l'école ou avec Jacob. J'ai regardé Jessie témoigner, les agents du FBI expliquaient la piste de l'argent, l'arrogance de Kenny s'effondrait finalement sous le contre-interrogatoire. Le 10e jour du procès, Don m'a appelé avec des nouvelles. Véronica voulait parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café, terrain neutre. Elle avait l'air exténuée, 10 kilos plus mince, ses cheveux ternes. La femme qui s'était autrefois fière de son apparence semblait brisée. « J'ai tout perdu », a-t-elle dit sans préambule. « Ma famille va en prison. Je n'ai plus d'argent. Le domaine de papa est saisi. Je vois à peine mon fils. » Elle m'a regardé avec des yeux rouges. « Tu as gagné. » Il ne s'agissait pas de gagner, n'est-ce pas? Vous vous êtes détruit. Non, vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. Elle est restée silencieuse un instant. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Ethan. J'aurais dû le protéger. Oui, tu aurais dû. Peux-tu me pardonner un jour? J'ai réfléchi attentivement à cette question. Je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin de te pardonner pour coéduquer efficacement. Ethan mérite de connaître sa mère. Si sa mère peut être la personne dont il a besoin, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu veux être dans sa vie, tu dois prouver que tu as changé, thérapie. Couper complètement les ponts avec Kenny et Glatty, construire ta propre vie. Fais ça et nous pourrons parler d'élargir les visites. Elle a hoché la tête lentement. Je vais essayer. N'essaie pas, fais-le pour Ethan. Le jury a délibéré pendant 3 jours. À leur retour, le verdict a été unanime. Coupable de tous les chefs d'accusation. Kenny a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Glatty, compte tenu de son âge et de sa santé, a été condamné à 8 ans avec une recommandation de placement en établissement médical. Alors qu'ils étaient emmenés menottés, Kenny m'a regardé à travers la salle d'audience. J'ai soutenu son regard fermement. Pas de triomphe, pas de jubilation, juste la certitude que justice avait été rendue. À la sortie du palais de justice, les journalistes ont afflué. J'ai fait une brève déclaration remerciant le FBI et le jury, puis j'ai ajouté, cette affaire concerne bien plus que des crimes financiers. Il s'agit de responsabilité. Aucune famille, aussi éminente soit-elle, n'est au-dessus des lois, et aucun enfant ne devrait jamais subir de maltraitance en silence. Cette nuit-là, je me suis assis avec Ethan et je lui ai expliqué ce qui s'était passé en termes adaptés à son âge. Oncle Kenny et grand-mère ont fait de mauvaises choses. Je lui ai dit, ils ont fait du mal à des gens, y compris toi. Maintenant, ils doivent s'en aller pendant un certain temps pour réfléchir à ce qu'ils ont fait. Ils vont en prison? A demandé Ethan. Oui. Bien. Sa voix était terre à accent grave terre. Pas de malice. Juste la logique simple d'un enfant de 7 ans qui comprenait les conséquences. Ils ont été méchants avec moi. Oui. Et c'était mal. Mais tu es en sécurité maintenant. Je sais, papa, parce que tu me protèges. Je l'ai serré dans mes bras, sentant le poids de tout ce que nous avions traversé. Toujours, mon pote. Toujours. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Roger. Il était sobre depuis 120 jours, assistait régulièrement aux réunions, travaillait sur son traumatisme en thérapie. Je voulais te remercier, a-t-il dit, de m'avoir donné le courage de enfin dire la vérité sur notre famille. Tu as trouvé ce courage toi-même. J'ai juste fourni une opportunité. Quand même, je pense à écrire un livre, sur papa,
sur le fait de grandir dans cette famille, surtout. Ça te dérangerait? C'est ton histoire, Roger. Raconte-la comme tu le sens. Le livre est sorti 1 an plus tard. La cage dorée, Grandir Orlais. C'était un best-seller, un acte d'accusation cinglant des dynamiques familiales toxiques, des abus et du prix des secrets. Roger a fait don de tous les bénéfices à des organisations luttant contre la maltraitance des enfants. Jessie a divorcé de Kenny pendant qu'il était en prison et a déménagé en Californie. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle travaillait comme défenseur des victimes, aidant d'autres femmes à échapper à des relations abusives. Véronica a suivi 1 an de thérapie intensive et a lentement reconstruit sa relation avec Ethan. Elle a trouvé un emploi, son tout premier, en tant que comptable pour une petite organisation à but non lucratif. Elle ne serait plus jamais riche, mais elle semblait plus heureuse, plus ancrée. Ethan la voyait tous les week-ends maintenant, sans surveillance, et bien que je restais vigilant, elle semblait réellement changer. Quant à moi, j'ai reconstruit ma pratique. Les clients qui étaient partis pendant le drame du divorce sont revenus, impressionnés par la façon dont j'avais géré la situation des Orlais. Je suis devenu connu comme quelqu'un qui se battait pour la justice, qui ne reculait pas, qui protégeait les vulnérables. Mais plus important encore, j'étais le père d'Ethan à plein temps, permanent, incontesté. J'entraînais son équipe de football, l'aidais avec ses devoirs, assistais à tous les événements scolaires. Je lui ai appris les échecs et les regardais me battre avec des stratégies que je n'avais jamais vues venir. Je lui ai montré que la force ne résidait pas dans la cruauté. Elle résidait dans le fait de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Un soir, 2 ans après ce terrible appel téléphonique, Ethan et moi étions assis sur le canapé à regarder un film. Pendant une publicité, il a levé les yeux vers moi. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» « Toujours. » Ce jour-là, quand je t'ai appelé de chez grand-mère, comment savais-tu quoi faire? J'ai réfléchi à comment répondre. Je ne savais pas. Pas entièrement. Mais je savais que je devais te protéger. Tout le reste, l'enquête, le procès, tout cela est venu de ce simple fait. Tu es mon fils et je me battrai toujours pour toi. Parce que tu m'aimes, parce que je t'aime, et parce que c'était la bonne chose à faire. Il a hoché la tête pensivement, puis s'est retourné vers le film. Quelques minutes plus tard, il a dit doucement, « Je suis content que tu sois mon papa. » Je l'ai serré plus fort. « Je suis content que tu sois mon fils. » Plus tard cette nuit-là, après qu'Ethan soit endormi, je me suis tenu dans l'encadrement de sa porte, le regardant respirer paisiblement. Plus de cauchemars, plus de peur, juste un enfant heureux qui savait qu'il était aimé et protégé. Kenny Orlais était dans sa 3e année de peine, ses appels épuisés. Glatty était décédé en prison 6 mois plus tôt, sa santé ayant finalement défailli. Le manoir Orlais avait été vendu aux enchères. Les bénéfices étant destinés à la restitution aux victimes de leur fraude. La famille qui avait semblé si puissante, si intouchable, avait disparu. Détruite non pas par la violence ou une vengeance illégale, mais par leurs propres actions révélées au grand jour. Par la simple application de la loi et des conséquences, et quelque part dans les débris, un garçon de 7 ans avait appris que son père déplacerait ciel et terre pour le garder en sécurité. Que la cruauté ne gagnait pas. Que la justice, bien que parfois lente, était réelle. C'était ma victoire. Pas les peines de prison ou la ruine financière, mais le sommeil paisible d'Ethan, sa confiance, sa connaissance qu'il comptait. Tout le reste n'était que détail. J'ai fermé sa porte doucement et je suis allé dans ma propre chambre. Demain, nous irions au parc. Peut-être manger une glace, juste profiter d'être père et fils. Le passé était réglé. L'avenir était à nous, et c'était exactement comme cela devait être. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.